pour cette avant-dernière scène de cette troisième édition du festival Omnivore Le Touquet, on organise une table ronde autour de la question de la fidélisation en cuisine. Et vous savez qu'on parle beaucoup en ce moment dans la restauration des problèmes pour embaucher du personnel, depuis la pandémie surtout, même si la pandémie c'est pour faire des sandwichs. Ouais. Effectivement, depuis la pandémie, la mutation de la cuisine s'accélère, portée notamment par une nouvelle génération désireuse de s'accomplir sans se sacrifier, qui interroge les conditions de travail d'un milieu souvent très dur, et qui produit des modèles alternatifs mis en place, et notamment nos invités du jour. Alors nous voulions organiser cette table ronde comme un moment de réflexion autour de ces nouveaux modèles. Qu'est-ce qui fait que des cuisiniers viennent chez vous, et surtout y restent, aient envie d'y rester? Comment fidéliser donc ces jeunes employés, mais aussi s'ancrer dans les réalités actuelles du monde professionnel, parler de la concrétude, si j'ose dire, du métier de cuisinier, de cuisinière. Et pour ça, nous avons 3 invités. Nos 2 premiers invités sur le canapé, vous les avez vus ce matin au moment de la première masterclass, Valentina Giacobbe et Julien Ingo Jobert. Bonjour. 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 Ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Du restaurant Ginko à Lille, donc, un restaurant qui est ouvert il y a 6 mois, avec une volonté de poser un nouveau modèle de travail, on le verra aussi. Hein, donc, vous êtes, vous, encore un peu en phase expérimentale, quoique déjà un peu avancé, quoi. Ouais. C'est ça. Il n'était pas question d'ouvrir un restaurant autrement qu'en pensant la totalité de l'écosystème professionnel, pour le dire vite. C'est ça, on avait quand même un cadre déjà en tête dès le départ, même avant, en fait. Ça fait quelques années qu'on mûrit le projet, et c'est vrai qu'on a des principes de base qu'on n'a jamais remis en question à aucun moment depuis le départ, depuis qu'on a décidé de se mettre à notre compte. Et c'est vrai que c'est des principes qu'on défend tous les jours au final. On va en reparler évidemment. Et à ma gauche, Florent Laden, évidemment, que tout le monde connaît. Ça va, Florent? Ça va et toi? Auberge de Vermont, Beerbeuk et tout le reste. Évidemment, l'une des grandes figures qui compte dans cette cuisine du Nord. Et toi qui mènes une réflexion et un travail sur l'organisation du temps de travail, la journée de 4 jours, la solidarité entre les équipes. Voilà, il y a autour de toi une équipe soudée, nombreuse, Oui. autour de divers restaurants qui forment là aussi une sorte d'écosystème, quoi. C'est exactement comme ça que ça se passe. Ouais, super. Valentina, peut-être pour commencer avec toi, tu disais quand on préparait cet entretien que fidéliser, c'est une affaire de confiance. C'est-à-dire que fidéliser, c'est respecter ses engagements, notamment ses engagements tenus à l'égard de ses employés. Parce que toi, tu disais que personnellement, tu as connu beaucoup de déceptions dans le monde de la cuisine, de déceptions professionnelles. Et au fond, la fidélisation, c'est une manière de reconquérir la confiance. C'est ça. En fait, je pense que essentiellement, on a des employés ou juste des personnes qui travaillent dans la restauration qui ont été trahies par un milieu qui a un peu déshumanisé, qui n'a pas respecté ses engagements. Et nous, aujourd'hui, je pense que les nouvelles générations, elles ont un peu ce devoir de recréer un lien de confiance. Et la confiance, au final, c'est quoi? C'est respecter des engagements dans le temps, ce qui fait qu'on crée la confiance avec nos employés. Et de notre côté, oui, c'est par exemple avancer certaines choses, dire qu'on va faire certaines choses et effectivement les faire. C'est quoi ces choses, par exemple, ces promesses non tenues que toi ou d'autres ont pu connaître dans la restauration? Et simplement, quand Mets bien ton micro sur ton menton. Ouais, quand on super. passe des entretiens d'embauche, Ouais. on explique un peu comment ça se passe. Et c'est vrai, quelquefois, on a l'impression un peu de vendre du rêve quand on dit qu'il y a une bonne ambiance, qu'on va faire attention à toutes les spécificités des uns et des autres, qu'on tient vraiment à cœur la bienveillance dans nos pratiques, qu'on a vraiment des valeurs humaines qu'on défend. Même nous, quelquefois, ça nous fait un peu... on a presque un peu peur de s'avancer là-dessus parce qu'on n'a pas forcément connu ça partout et que ce n'est pas encore la norme dans le secteur. Et c'est vrai que tous les jours, on fait en sorte de maintenir la promesse. Et après, ça peut être concrètement
par exemple, mettre en place des pratiques de management positif. De notre point de vue, en tout cas, c'est essentiellement ça. Hein, c'est mettre au centre de nos pratiques des valeurs humaines. Par exemple, le respect, l'écoute, vraiment des temps d'écoute disponibles, que ce soit individuel ou collectif, où justement c'est vraiment que de l'écoute, où on prend des informations. On peut ensuite échanger, mais dans un premier temps, c'est vraiment, je pense, les personnes ont besoin de pouvoir dire ce qui ne va pas, ou juste dire... De l'écoute et de la, voilà, de la considération. De la considération, exactement. La reconnaissance, par exemple, qui soit verbalisée, que ce soit dans l'échec ou la réussite, qu'il y ait de l'encouragement. Voilà, c'est des pratiques de management positif qu'on met en place au restaurant. Quoi. Pour éviter la frustration, j'imagine aussi, et pour donner envie non seulement d'arriver dans ce métier, mais d'y rester, parce que c'est l'enjeu. Oui, et puis je pense que les personnes ont besoin un peu de retrouver des valeurs humaines qui ne sont pas si répandues encore. Pourtant, on en parle beaucoup. Même si aujourd'hui on est là, on parle de comment fidéliser, c'est qu'en fait la question elle doit se faire à l'envers, c'est pourquoi on ne fidélise pas, pourquoi les gens ne restent pas. En fait. Et c'est peut-être intéressant. Il faut partir de là, clairement. Oui. Alors nous, on a voulu quand même donner une dimension un peu positive à cette table ronde, mais effectivement, le point de départ, c'est pourquoi ne réussit-on pas à fidéliser, et pour qu'il y ait des gens qui étaient dans le milieu, dans le métier, serveurs, cuisiniers, ont quitté ce métier. Julien, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses aussi que le problème du manque de fidélisation, c'est un effet d'années de pratiques malveillantes, pas bienveillantes, pas assez bienveillantes? Oui, c'est sûr, parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément, je vais dire, de retour à ça. Du moins, nous, on a évolué dans des endroits où on n'avait pas forcément de retour à ça, donc ne serait-ce que par un compliment, un remerciement, juste des choses très basiques, ou le respect, notre propre respect, il y a beaucoup de choses comme ça, et c'est des choses pourtant très basiques, qu'il est juste nécessaire d'appliquer, et c'est pas normal qu'aujourd'hui, en fait, dans ce milieu-là, comme peut-être dans quelques autres milieux, mais dans ce milieu-là, ça soit pas comme quelque chose d'actualité, en fait. En fait, la cuisine, elle est encore prise dans ce carcan autoritaire, vertical, du chef, et de cette hiérarchisation très violente. Évidemment, on a tendance à en sortir, mais il y a encore du chemin à parcourir, quoi. Et peut-être qu'on hérite encore un peu de ces pratiques-là, non, Florent? Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ouais. On a hérité d'une situation qui effectivement est pas simple. Et aujourd'hui, on paye les pots cassés d'années de dérive où il s'est passé des choses pas normales. Et toi, tu as connu ça en cuisine un peu? La violence, la hiérarchie à outrance, que pour toi? J'ai travaillé qu'à l'auberge. Quelle bonne idée. Donc je sais pas comment ça se passe. Ouais, en fait, pour éviter la hiérarchie, évitez d'avoir un patron, quoi. Autre que vous-même. Ça, c'est la morale du jour. Voilà, on finit là-dessus, merci. Non, c'est faux. Alors vas-y, non, pardon. Mais je ne l'ai pas connu, mais ça fait 20 ans que je suis dans le milieu. J'ai commencé ce métier à 20 ans, j'ai pas toujours fait la semaine de 4 jours de travail. Donc chez moi, ça a été aussi comme il fallait pas. Mais on avance, quoi, on évolue. Ouais, c'est ça, on avance, on évolue. Puis on n'est pas encore dans le monde des bisounours. Mais tu peux le voir, là, ça fait quand même 3 ans qu'on vient. Tu vois à peu près les mêmes têtes. Les gens qui sont chez moi, certains, le noyau dur reste. Et ça, je vois les mêmes têtes, pas toujours très fraîches. Ça arrive. Certains matins, sur 3 jours, mais c'est vrai que c'est toujours les mêmes têtes. C'est ça. Alors peut-être parlons un peu plus de ce système de 4 jours que tu as voulu mettre en place, parce qu'évidemment, ce qui fait la dureté du travail de cuisinier, c'est l'intensité et l'accumulation des heures de travail suivies, avec très peu de temps de repos. On voyait Guillaume Gomez tout à l'heure qui nous disait que lui, quand il commençait, les cuisiniers avaient 1 jour de repos par semaine. Ça passe par là aussi, donner du temps libre. Évidemment. Parce qu'il n'y a pas que la cuisine, c'est un super métier, c'est une passion dévorante, mais il n'y a pas que ça. Il y a le flipper aussi. Il y a aussi. Il faut du temps pour pouvoir jouer. Les fléchettes, tout ça. Bien sûr. Nous, on a lancé les 4 jours de travail il y a 3-4 ans maintenant, je pense. Et l'idée, c'était d'apporter du temps, d'apporter une vie
sociale à côté de ça. C'est une copine danoise qui m'a parlé elle travaille sur le bonheur au travail. Et elle m'a parlé de ça il y a 8-9 ans, je pense. Et moi, mon premier réflexe, c'était de dire mais c'est impossible. Tu croyais pas, quoi? Non. Et puis j'avais pas essayé en même temps, donc Ouais. ça m'arrangeait bien. Ouais. Mais chez moi, les gens étaient à 4 jours et demi de travail par semaine. Et j'ai profité du premier confinement pour penser un peu planning, etc. Et finalement, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Tu sais, je pense que quand tu fais un boulot normal, tu arrives le lundi, tout le monde n'est pas vraiment dans le boulot, tu es un peu le monde des blues, et voilà, tu as encore un peu la tête au week-end. Le mardi, tu commences à bosser, le mercredi, c'est le jour des enfants, il faut penser, il ne faut pas oublier. Voilà. Le jeudi, ça bosse, et le vendredi, tout le monde s'en fout. Le lundi, tu n'es pas très content de voir tes collègues, le mardi, ça va mieux, voilà, et puis après, chez nous, tous les jours, quelqu'un arrive avec une énergie nouvelle, avec des histoires à raconter, et les gens sont impliqués. Donc c'est canon. Parce qu'ils arrivent reposés, l'esprit aéré, avec l'envie de cuisiner, j'imagine Oui, aussi. et puis parce que juste tu t'es reposé, et que c'est bien. Et je le vois surtout sur la partie service, parce que c'est de la vente, hein, le service. Depuis que j'ai fait ça, alors bien sûr j'ai dû embaucher plus de gens, mais les tickets moyens ont monté, quoi. Ah ouais, parce qu'évidemment, quelqu'un de reposé, donc content, Souriant, vend plus donne joyeusement, envie, avec le sourire, donc le C'est client ça. consomme plus. C'est Clairement. aussi un rapport humain, vous confirmez, on peut imaginer qu'effectivement, il y a un cercle vertueux à ce que tout le monde soit heureux dans ce qu'il fait. Bien sûr, c'est même le principe du management positif, c'est que en fait, c'est un cercle vertueux et on y gagne en fait, à avoir des personnes heureuses. Et même nous, on a des clients qui nous disent que ça se sent, en fait, il y a une cohérence parce que les gens ont l'air d'être bien, en fait. Et je pense qu'ils le sont. Précisons, Valentina, que toi, c'est des sujets qui t'intéressent particulièrement puisque tu es membre d'une association qui s'appelle Bondir. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, donc ça fait pas super longtemps que je fais partie de l'association, même si je suivais déjà l'association depuis le début. Donc c'est une association qui lutte contre les violences qui sont faites en cuisine et en salle, parce que c'est pas juste la cuisine, c'est vraiment toute la restauration qui est un peu problématique, où il y a des pratiques diffuses qui sont très problématiques. Et c'est le travail essentiellement, c'est de former, accompagner, notamment dans les écoles, faire des interventions où on explique justement comment aussi mettre en place un management positif, mettre le doigt sur les pratiques qui sont considérées communes, la norme, parce que souvent dans les lycées, en tout cas nous, notre génération, on nous a aussi expliqué que c'était presque normal ce qui se passait, alors que là, justement, l'association met le doigt sur certaines problématiques pour expliquer que c'est pas normal et comment affronter les situations. On a aussi un groupe d'écoute pour les personnes qui ont besoin juste de parler, en fait. Et qui effectivement essaye de changer les mentalités quant à ces pratiques problématiques, violentes, autoritaires. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Imaginons, vous un jour dans votre cuisine, il y a un événement un peu violent. Je sais pas moi, imaginons une serveuse ou un serveur vient vous dire, voilà, pendant le service, il s'est passé ça, un tel m'a, je sais pas quoi, sans aller jusqu'à l'agression physique, mais par exemple m'a mal parlé, m'a insulté. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce qu'il y a des cellules d'intervention? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme procédure? Je vous dis ça parce que par exemple dans le cinéma, qui est en train de connaître son MeToo lentement, bon, mais manifestement sûrement, quand il y a des situations d'emprise par exemple, et ça s'est vu dans quelques films dernièrement, par exemple le réalisateur est isolé du reste de l'équipe, et il finit le tournage de son film depuis une cabine isolée du reste des équipes. Il y a des phénomènes d'intervention, il y a toujours un référent violence sur les films maintenant, sur les tournages, et il y a des moyens pratiques pour isoler la personne, le technicien, réalisateur, que sais-je. Est-ce qu'on peut imaginer des choses comme ça en cuisine? Enfin, comment vous réagiriez, vous, si ça arrivait? En tant que chef d'entreprise, oui, c'est notre rôle d'intervenir, d'isoler, et surtout, moi, ce que je conseillerais aux personnes qui subissent ce genre de situation, c'est d'en parler à qui que ce soit. Parce que
Dans un premier temps, faut pas s'isoler et je pense que la première chose à faire, c'est vraiment d'informer des personnes de ce qui se passe et peut-être que, enfin en tout cas je parle pour nous, je sais que si ça arriverait chez nous, on s'éloignerait de la personne parce que justement on défend certains principes. Et comme on dit à nos employés, s'il se passe quoi que ce soit, il faut en parler à n'importe quel membre de l'équipe en fait, parce que tout le monde est défensé, co-solidaire, co-responsable. Voilà, et qui ne sont pas seuls. Évidemment, nous, on est les premiers intéressés, entre guillemets, mais je sais qu'on partage tous les mêmes valeurs au sein de l'équipe. Et si jamais ça devait arriver, ouais, les personnes ne seraient pas seules. Mais c'est sûr que pour moi, il faut se séparer des personnes problématiques. Ok. Et est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, je pose vraiment des questions concrètes, est-ce qu'à l'embauche, par exemple, vous interrogez les gens que vous embauchez là-dessus? Le rapport au travail, je ne sais pas, à la manière de faire, ou est-ce que ça se fait dans la pratique? Florent? Bah, tu vas demander, mais il y a personne qui va te dire oui, je suis un cinglé et je gueule sur mes collègues. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Donc, c'est sûr. Oui, moi, mais certains peuvent te dire oui, pour moi la hiérarchie c'est important, pour moi, tu vois, enfin, tu le sens assez vite, je pense, mais. Oui. Mais oui, tu le sens, de toute façon, après c'est dans les faits. Mais une fois que c'est lancé, c'est lancé. Hein. Ouais. Il faut travailler avec les gens pour les connaître. Bah ouais. Moi, il y a quelque chose aussi que je refais maintenant. J'avais laissé ça de côté, mais j'appelle les anciens patrons. Les anciens patrons. Ah ouais, pour connaître les pratiques d'avant, ouais. Oui, parce que ça a été une actualité, quoi. On a eu un souci, justement, qui va un peu dans ce sens-là. Donc ça arrive et tu peux même en étant vigilant, et c'est ce que tu disais, il faut vraiment réussir à libérer la parole et à mettre des mots sur des situations. Voilà, parce que tu as quand même en plus... tu as des enfants qui viennent faire des stages chez toi, quoi. Donc ils ont 15, 16 ans, 17 ans, ce sont des enfants. Et il faut redoubler de vigilance, quoi. Ouais, bien sûr, il y a aussi cette responsabilité-là. Fidéliser, c'est rendre ce travail désirable, parce que c'est quand même un travail de plaisir. Là, j'ai commencé une phrase, j'ai pas de question au bout. Mais qu'est-ce que ça vous évoque d'autre, cette fidélisation? Qu'est-ce qu'on pourrait en dire d'autre? Par où on pourrait l'emmener? C'est-à-dire, est-ce que fidéliser, c'est aussi fidéliser la clientèle en fidélisant ses employés, créer une espèce de cercle vertueux? Il y a quelque chose qui me revient souvent, ouais. C'est que les clients adorent également, quand ils viennent chez nous, reconnaître les gens autant que d'être reconnus. Ah oui. Et donner l'impression qu'ils viennent dans un endroit où il y a une espèce de stabilité, effectivement, oui. Ils ont le plaisir de retrouver quelqu'un aussi quand on va au restaurant. Tout à fait. Une équipe voilà, c'est un plaisir de retomber sur une personne qui nous a accueillis, qui nous a servi, qui a cuisiné pour nous, et on a toujours plaisir à retrouver ces gens-là. Donc je pense que oui, la fidélisation est un cercle vertueux. Mais bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Les gens écoutent très sagement. Bon, si vous voulez, on peut chanter des chansons maintenant pour finir cette séance. Non, est-ce que c'est... Oui? Est-ce que si la fidélisation dure trop longtemps, vous avez dit? C'est une très bonne question. Tu peux répéter la question que j'ai mal entendue, à vrai dire? Pardon? Tu peux répéter cette question que j'ai mal entendue de ce monsieur? Est-ce que la fidélisation n'a pas ses limites, dans le sens où en fait ce sont les clients et l'équipe qui vieillissent? C'est sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est bien résumé? Ok. Bravo. Il y a quand même tout de même dans ce métier beaucoup de jeunes qui arrivent et qui s'engagent pour bosser avec nous pendant 6 mois, 1 an, parce qu'ils veulent, quoi qu'il en soit, vivre d'autres expériences et voir d'autres types de cuisine. Donc quoi qu'il en soit, je pense que le dynamisme est là, il y a un mouvement, parce qu'il y a quand même toujours des gens qui vont arriver. Il y a du renouvellement en fait, par inertie dans un restaurant. Voilà. Les gens partent, d'autres viennent, pas toujours, parfois dans de très bonnes conditions. Tout à fait. Partent ouvrir d'autres restaurants.
Bien change sûr. d'adresse. Et mais moi, j'ai la chance d'avoir des cadres qui sont là depuis de nombreuses années. Et pour moi, c'est vraiment pas un problème. Au contraire, non? Bah, c'est génial. Ouais. C'est génial. Alors oui, pour certains, ça fait 10 ans, donc tout le monde vieillit ensemble. Mais Ouais. c'est bien aussi. Mais vieillit bien. C'est une chance. Vieillit en mangeant des frites au maroilles. Ah. Évidemment, ça, on sait que ça maintient. Ouais. Oui, vous, ça fait 6 mois. Donc, on est encore en phase expérimentale. Les équipes sont constituées. Vous espérez les garder longtemps, j'imagine? Vous vous projetez un peu dans le temps? On se projette, oui, on se projette dans le temps avec eux, bien sûr. Ouais. Ça passe aussi justement par le partage, je pense. Partager nos ambitions, nos projets. Sans dire que tout le monde est partie prenante du projet, surtout quand c'est nouveau. Oui, mais je Donc un pense peu que excitant. aujourd'hui, en fait, le personnel a besoin d'être valorisé et de sentir aussi qu'il valorise le lieu et un peu peut-être arrêter cette idée que tout le monde est remplaçable. Dans le sens que oui, bien sûr, tout le monde est remplaçable, entre guillemets, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu et finalement, je pense pas que les employés aient envie qu'on leur répète sans cesse qu'ils sont juste un chiffre comme ça dans le temps, qui va partir à un moment. Oui, cette espèce de déshumanisation du travail, un peu la taylorisation de t'es là pour couper des carottes et point barre. Exactement. Alors qu'un restaurant, c'est aussi fait par la somme des personnalités qui le constituent, j'imagine. Complètement. Il n'y a pas de petites responsabilités ou petites tâches où tout le monde fait quelque chose d'important au final. Chez vous, il n'y a même pas de tâches ultra répétitives, puisqu'on l'a vu tout à l'heure sur scène. Julien, tu es pâtissier, mais tu fais des cocktails. Oui, c'est ça. Donc c'est une manière aussi de diversité, Bien sûr. de diversifier ce qu'on fait au restaurant, l'activité, ce qui, j'imagine, tend à rendre le travail d'autant plus agréable. C'est aussi une volonté de notre part enfin voilà, on essaie d'avoir une équipe qui touche à tout, et parce qu'il n'y a pas de pâtissiers qui font pas de cuisine et de cuisiniers qui touchent pas à la pâtisserie. C'est nous en fait, on veut que tout le monde soit interchangeable, de filer un coup de main s'il y a besoin à tel poste. Donc c'est surtout important. Ça s'inscrit vraiment dans un principe d'esprit d'équipe, d'entraide. Parce qu'à la base, les cocktails, oui, on faisait les recettes, mais finalement, on s'est retrouvés à les faire pendant le service pour aider. Et parce qu'il y avait besoin d'un petit coup de main en salle, et c'est vraiment pas un problème parce que c'est juste normal à un moment d'aider, et c'est un principe qu'on défend et qu'on. En fait, on n'est pas. On est très strict là-dessus. C'est vraiment des choses, les employés, c'est un peu ce qu'on disait au moment des entretiens. Nous, on ne va pas poser la question « est-ce que tu es violent ?» mais on va peut-être parler de certains principes, voir comment les gens sont réceptifs. Du rapport hiérarchique, peut-être, par exemple? Oui, ou même, est-ce que c'est des principes qui leur parlent, la bienveillance, l'entraide Tu dis ces mots quand même, tu les nommes pour voir quel effet ça produit chez l'autre. On en parle très clairement. Il y a un effet de reconnaissance, c'est-à-dire que si ça lui dit quelque chose, il est des tiens. Très clairement, si ça lui... oui. Voilà, quand même. Et on a vu que les personnes qui viennent, qui sont intéressées de travailler chez nous, c'est des personnes qui, très très rapidement, au moment des entretiens, nous disent clairement qu'ils viennent pour ça. Parce que voilà, c'est des choses qu'on a mis en avant dès le départ. Ils savent où ils mettent les pieds, oui, bien sûr. Donc tout ça, idéalement, peut-être si on imagine la cuisine idéale, c'est une structure beaucoup plus horizontale que verticale. C'est-à-dire, on ramène au sol en quelque sorte la hiérarchie pour que chacun ait à la fois sa place et en même temps puisse occuper la place d'un autre. Et ça va parfois dans certains restaurants jusqu'à, et j'en connais quelques-uns, je pense notamment à Amélie Darvas, à Aponem, où tout le monde est payé pareil. Ça, c'est un projet aussi qui est une espèce de défi incroyable quand même. C'est un sacré défi, ouais. C'est un sacré défi. Je savais pas qu'elle faisait ça. Mais... Ouais, elle pousse ça jusque-là, ouais. J'aimerais bien. Avec toutes les contraintes évidemment économiques que ça engage pour les uns ou les autres, mais j'aimerais bien être payé comme il y a du courage. Je te le dis. il y a un courage à mener ça, un courage à tous les niveaux, quoi. Hein, ouais.
Et puis, en fait, ce qui est génial dans cette idée de payer tout le monde, c'est que tout le monde va devoir donner la même intensité. Est-ce que tu n'ouvres pas la porte de se dire « Attends, lui, il gagne. Je suis sûr qu'il gagne autant parce que personne ne sait. » Mais ouais, c'est une très Et un belle restaurant, idée. ça devient un petit phalanstère, ça devient une espèce de petite société commune, un peu idéalement. On passe pas mal de temps ensemble, Ouais. des belles expériences, des belles aventures, parce qu'un service, ça balance, quoi. Donc il faut être soudé. Aussi, sur la polyvalence, il y a aussi quelque chose qui est très simple, hein, c'est que si tout le monde cède, on finit plus vite le service. Plus vite fini, plus vite parti. Hein. Se passe mieux. Donc, C'est clair. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Parce que je vous ai que vous écoutez sagement. Oui? Ah non? Oui? Est-ce que la transparence sur tous les sujets, vous pensez que ça peut permettre de mieux fidéliser le personnel, la transparence? Est-ce que ça vous parle, ça? je suis pas sûr que tout le monde ait besoin de tout connaître, du côté positif ou négatif des chiffres, par exemple. Ouais, côté des finances notamment, Peut-être que si tu bosses dans un établissement qui n'est pas rentable, tu vas te dire que ça sert à rien. Peut-être à contrario que si tu bosses dans un restaurant qui travaille très bien, tu vas te dire que c'est pas normal d'avoir de la trésorerie sur un compte et de pas y toucher, alors qu'en fait sa trésorerie là ce sera juste un matelas s'il y a un Covid ou s'il y a un truc. Voilà. Nous, ce qu'on fait selon les établissements, mais les établissements qui sont rentables et qui font du bénéfice, on a mis en place des primes de fin d'année sur le résultat, des choses comme ça, mais aller dire... moi, en tout cas, c'est mon idée, je vois pas trop... tu peux être transparent sur l'état de santé mais de ton entreprise, ou donner des indicateurs, ouvrir les comptes, etc. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On parle de transparence uniquement d'un point de vue économique. À tous les niveaux, j'ai l'impression. Je pense que c'est important quand même un certain point de transparence, ou du moins une ouverture. Enfin, je sais que nous, on partage beaucoup avec nos équipes. On passe beaucoup de temps ensemble. On est une petite équipe. Les problématiques, quand elles se présentent, elles sont vécues par tout le monde. De la même façon, enfin, nous, oui, certes, on a peut-être d'autres problèmes en plus, mais je pense que tout le monde a besoin quand même qu'on parle honnêtement de certaines choses. Après, d'un point de vue économique, oui, il peut y avoir des limites peut-être, là où c'est pas pertinent peut-être pour le travail des personnes, mais un certain degré de transparence, je trouve ça quand même que ça s'inscrit un peu, ça a du sens pour moi. Après, de toute façon, sans avoir accès au compte, si tu connais le chiffre d'affaires de la journée, tu peux connaître le chiffre d'affaires du mois et de l'année. Normalement, tu es censé être au courant quand tu travailles dans un établissement de la marge. Donc le calcul, tu peux le faire rapidement. Et je ne suis pas un génie des mathématiques, mais ça va. Ouais, ça va, ça va encore. D'autres questions peut-être? Dans le public? Là-haut. Bon, garder ses employés, gros défi, surtout en ce moment. C'est quand même un phénomène massif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment, on a l'impression, hein, les chiffres le disent, mais le vécu des restaurants le dit aussi, il y a vraiment une pénurie de personnel très importante. Vous pensez que ces gens-là, on peut les faire revenir? Je pense qu'il y a des gens qui vont revenir. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont revenir à la restauration parce qu'il y a malheureusement beaucoup de restaurants qui vont fermer. Il y en a déjà beaucoup qui ferment. En ce moment, c'est dur. Hein. C'est très difficile. Et il y a aussi beaucoup de très bons restaurants qui ferment. Hein. Donc il y aura de très belles personnes sur le marché de l'emploi. Et puis qu'à un moment, il y a plein de gens aussi qui se sont lancés dans leur propre aventure après Covid et qui vont arriver en fin de droit, en fin de tout ça, et ça va remettre aussi un équilibre. Vous pensez, vous, qu'on peut les faire revenir, Julien, ces gens-là? Moi, je pense parce que ça reste un métier de passion.
Et donc, bon, voilà, on peut trouver être dégoûté anciennement du métier et justement essayer de le revaloriser et peut-être entretenir ce petit truc-là. Voilà, le fait que ça soit un métier de passion, ça peut potentiellement faire revenir les gens. Même si voilà, il y a ce qui s'est passé avant, maintenant il faut tourner la page et faire en fonction pour qu'on retrouve du monde, quoi. Ouais, et puis revenir dans un cadre qui a vraiment changé. Bien sûr. Parce qu'on ne paye pas son loyer avec de la passion. Exactement. Par exemple. Et du côté des clients, alors, parce qu'évidemment, la difficulté elle vient du fait qu'on difficulté à trouver du perso, baisse de la consommation, baisse de la fréquentation des restaurants aussi. Ça, vous le ressentez, vous l'éprouvez, vous aussi? Ça rentre dans l'équation? En ce moment, c'est compliqué de faire venir les clients du restaurant? C'est inégal? C'est inégal. Moi, je fais le grand écart avec un établissement qui... Vas-y, fais-le, montre. Ah, pardon. Ah, au sens figuré seulement. Ah. Avec un établissement qui est ouvert depuis 40 ans, qui fait partie quasiment des institutions de la région, et de tous nouveaux établissements. Je pense qu'aujourd'hui, là où les gens se disaient, tiens, on va faire 5 sorties dans le mois, tout confondu, cinéma, concert, restaurant. Aujourd'hui, peut-être qu'on n'en fait que 3, parce que ça coûte beaucoup plus cher d'avoir 21 degrés dans ta maison. C'est beaucoup, 21 pour la maison. Non, mais ouais, mais t'as raison. Okay. Mais voilà, mais ça coûte plus cher. Et que la part de prise de risque est de moins en moins grande, vu qu'on va sortir moins souvent, on veut que ce soit génial. On va vers des endroits où on est sûr d'aimer. Oui, je le ressens là-dessus. Au niveau de la musique aussi, tu peux faire un parallèle. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de nouveaux groupes qui sortent. C'est vrai. Parce que les maisons de disques gardent tout le pognon pour les grandes. Et le cinéma indépendant, c'est pas En gros, t'as les valeurs sûres, quoi. Ouais, je pense. Et le cinéma indépendant, c'est pas la folie non plus en ce moment. Ah non, c'est pas la folie. Par contre, il y a encore de grosses méga productions qui sortent. Dune 2, ça va, par exemple. Non. Ça s'est assez bien passé, je crois. Moyen, pas tant que ça. Effectivement, on nous dit qu'il y a dans le public, il y a un contre-exemple qui est Anatomie d'une chute, un film indépendant qui peut tout rafler. Après, c'est vrai que quand on regarde les taux de remplissage des grands films populaires, on compare aujourd'hui à il y a 15 ans, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a guère de films qui font 4 millions d'entrées. En France, on regarde il y a 10 comédies par an qui font 4 millions d'entrées dans les années 90. D'accord. Voilà, tout simplement. Tout est beaucoup plus cher aussi. Ça, vous l'avez senti, hein, on le dit beaucoup, quoi. C'est peut-être une espèce de rengaine, mais les prix ont augmenté de malade. Les prix Toi, ont tu l'as augmenté. senti, vous l'avez senti. Sur l'électricité, voilà, mais c'est pour ça que je pense aussi que c'est une période qui est très challengeante, mais c'est bien aussi de vivre ça, parce qu'on a eu de la chance en fait. On s'en rendait pas compte, mais on était chanceux il y a quelques années. Et ouvrir des entreprises pendant cette période-là, c'est un bon crash test si ça tient en 2024. Normalement. Il y a là, voilà. Ça va loin. Voilà. Donc effectivement, après 2024, les champs seront en fleurs, on pourra courir nu dessus. Enfin, au sens figuré, si on veut. Julien, vous allez tenir bon. Julien, Valentina, 2024 est bien avancé là. Jinko va tenir bon et vivre sa belle et longue vie. Bah bien sûr, hein, on est là, on est là. Restera, il n'y a pas de problème. Bien sûr, vous allez faire des racines longues et profondes. À Lille, rappelez-nous l'adresse de Jinko. On est au 70 rue de l'hôpital militaire, Ok. croisement avec rue nationale, en face de l'église Saint-Étienne. Bon, vous savez où aller pour votre sortie hebdomadaire ou mensuelle au restaurant. Florent, un petit mot pour finir. Lit, c'est un tout petit mot. Ok. Non, rien. Non, mais je pense que c'est très bien qu'on se pose ce genre de questions-là. Je pense que c'est bien de parler de ce dont on a parlé aujourd'hui, et que c'est aux jeunes et c'est à nous de pas louper le coche, parce que des chances, il n'y en aura pas 4-5. Ouais, et puis pour retrouver des gens et des jeunes qui vont arriver dans le métier et y rester. Ouais, notamment les élèves du lycée hôtelier du Touquet qui sont en nombre aujourd'hui ici. Leur donner envie de venir bosser, et puis qu'à leur tour, ensuite, ils prennent le relais et ils créent des conditions favorables. C'est vraiment la responsabilité collective. Merci beaucoup, c'était instructif.
On se retrouve dans 45 minutes pour la dernière scène de ce festival. C'est un nouveau format qu'on a mis en place, puisque c'est une battle culinaire. Ouais, un duel plutôt, qui opposera Florent Laden ici présent à 2 élèves du lycée hôtelier du Touquet sur la base d'une boîte mystère. Donc ils vont découvrir une boîte d'ingrédients mystères et ils vont avoir 1 heure pour cuisiner quelque chose. Et ce plat sera dégusté par un jury extrêmement exigeant. Et on va rire. Ah, qu'est-ce qu'on va rire. Et on va bien manger. Ok, on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. Merci.